Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 20 octobre 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. L'Union des producteurs agricoles du Québec a obtenu des engagements à leur demande des différents partis politiques en campagne électorale. Pour nous dresser un portrait et les impacts dans Portneuf, nous recevons le président de l'UPA de Portneuf et producteur, Christian Hébert. Les compétitions de karaté vivent une crise importante au Québec. Pour nous en parler, on reçoit le président de la Fédération Yosekan Karaté-Do du Québec, Alain Lavoie, de l'École de karaté Saint-Raymond. L'équipe de la maison La Licorne à Donnacona tenait une corvée en fin de semaine dernière. L'auteur et réalisateur Mick Landry lance une série web tournée dans Portneuf. La fête des fleurs de la MRC de Portneuf 2022 a été célébrée à Saint-Ubalde et Charles s'est intéressé à la pièce Celle-là de Suzy Paquette qui sera à nouveau présentée à Cap-Santé. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Une fausse alerte à la bombe a obligé une opération policière et une évacuation à l'école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond et au centre de formation professionnelle ce jeudi midi. Les pompiers et les ambulanciers étaient aussi sur place. Les élèves et le personnel se sont retrouvés à l'aréna et au centre multifonctionnel le temps des vérifications par les enquêteurs. Après un peu plus d'une heure de recherche, les policiers ont conclu qu'il n'y avait pas matière à danger et qu'il s'agissait d'une fausse alerte. La police tente de retracer l'auteur de l'appel téléphonique reçu par la direction de l'école à 12h02. Les élèves de l'école Louis-Jobin et du centre de formation professionnelle à Saint-Raymond ont eu droit à un après-midi de congé. Des accusations pourraient être portées dans cette affaire. Les honneurs se multiplient pour les deux familles d'affaires de Saint-Raymond spécialisées dans la quincaillerie et matériaux de construction. Ce mardi soir, au gala des Outstanding Retailer Awards, c'est le gala Aura de Hardlines à Niagara-on-the-Lake en Ontario, le Home Hardware Jean-Denis a été couronné la meilleure quincaillerie au Canada, toute catégorie, et le BMR Paulin-Moisan a obtenu le prix du meilleur jeune détaillant 2022 au Canada. C'est la première fois en 26 ans des prix Aura que deux quincailleries de la même ville gagnent au même événement qui vise tous les détaillants revendeurs et directeurs de magasins des secteurs de la quincaillerie et de la rénovation domiciliaire au Canada. 8 prix ont été remis au total. Le prix du jeune détaillant qu'a reçu le BMR Paulin-Moisan est remis à un directeur de magasin de moins de 35 ans, propriétaire ou employé, et qui se démarque pour son style de gestion, son leadership et sa synergie ensemble. Sur les 8 quincailleries gagnantes, 3 proviennent du Québec, dont 2 de Saint-Raymond. Rappelons que le Home Hardware Jean-Denis a reçu le trophée du meilleur Home Hardware au Canada au mois de septembre dernier. Soulignons aussi que le fondateur de la quincaillerie Paulin-Moisan, M. Paulin-Moisan de Saint-Raymond, est décédé le 21 juin dernier à l'âge de 88 ans.
Poursuivons dans les honneurs, cette fois à Pont-Rouge. L'équipe de la Bibliothèque Auguste-Honoré Gosselin a remporté ce mardi soir le prix Denis Vaugeois. C'est un prix provincial visant à reconnaître l'excellence dans la construction et l'agrandissement de bibliothèques publiques pour une municipalité de 5000 habitants et plus. Ce prix a été remis lors du premier gala des prix des bibliothèques publiques du Québec, tenu par l'Association des bibliothèques publiques du Québec et du réseau Biblio du Québec. La ville de Pont-Rouge a inauguré sa bibliothèque Auguste-Honoré Gosselin en février 2021. Elle occupe tout le rez-de-chaussée de l'aile Est à Place Saint-Louis sur la rue Dupont. Ce projet de réaménagement aura nécessité un investissement public total de 928 740 $. Il faut dire que la bibliothèque de Pont-Rouge était finaliste avec la bibliothèque Fernande Richard de la municipalité de Saint-Paul dans la MRC de Joliette. Ce samedi, à la salle paroissiale de Saint-Ubalde se tenait la fête des fleurs de la MRC de Portneuf après une absence de 3 ans. Il s'agit d'un concours photo de jardin privé organisé par la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf, la CHEP. 6 prix ont été remis suite à une visite des jardins au début du mois d'août. Le 6e prix a couronné les efforts de Mme Georgette Savard de Saint-Basile. Joanne Boucher de Saint-Raymond a reçu le 5e prix. Monsieur et Mme Lorraine et Rémi Frenette de Sainte-Christine d'Auvergne ont reçu le 4e prix. Mme Geneviève Caron de Grondines, le 3e prix. Le 2e prix a été décerné à Mme Madeleine Denis de Saint-Ubalde, qui n'était pas présente ce soir-là. Et le 1er prix a été remis à Mario Tessier de Saint-Marc-des-Carrières. Sainte-Christine d'Auvergne a été retenue comme la municipalité de la MRC de Portneuf qui s'est le plus distinguée en 2022 pour ses améliorations ornementales et environnementales. Joanne Boucher nous décrit les critères qui ont favorisé Sainte-Christine d'Auvergne. Forts qui ont fait en sorte que Sainte-Christine gagne le meilleur bilan d'amélioration, la présence augmentée d'aménagements devant les résidences et les terrains publics, l'originalité des nouveautés, le niveau général de l'entretien, le choix et la santé des végétaux. Comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas le nombre et la quantité qui fait que ça gagne des points, c'est vraiment leur choix, leur utilisation et leur entretien. Le maire Raymond Franqueur a rappelé que sa municipalité est celle qui, en pourcentage, a connu la plus grande croissance de la MRC de Portneuf. Parce qu'il y a une remarque qui a été faite tout à l'heure à l'effet que des universités disent que les municipalités qui attirent et conservent les gens, les résidents, sont les municipalités qui s'investissent dans l'embellissement. Et il faut le reconnaître, Sainte-Christine d'Auvergne est la municipalité qui croît le plus dans la MRC de Portneuf, du côté pourcentage, pas en quantité, mais au point de vue de pourcentage de population. C'est la municipalité qui croît le plus dans la MRC. Et probablement une des raisons, c'est parce que les employés, les bénévoles s'occupent de faire le travail. Alors, merci à tout ce monde-là. Un certificat honorifique a été remis au jeune Mathieu Naud de Saint-Marc-des-Carrières pour souligner son implication en matière d'environnement dans la MRC de Portneuf. Et le drapeau de la Route des Fleurs de la CHEP a été remis à Mario Tessier, conseiller municipal de Saint-Marc-des-Carrières. Ce drapeau a été remis par la représentante de Saint-Ubalde, hôtesse de la Ville des Fleurs 2022. La Fête des Fleurs 2023 de la MRC de Portneuf se tiendra donc à Saint-Marc-des-Carrières, puisque le premier prix du concours a été remis à un propriétaire de jardin de Saint-Marc-des-Carrières. En 2023, la Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf soulignera ses 30 ans. Le président Roland Hamel nous rappelle les débuts en 1993. Intéressement là, général. Et là, ça a fait 20 ans en 2020, ces concours-là existent. Et entre-temps, quand la MRC nous a reconnus, les municipalités avaient été séparées par le gouvernement, j'imagine, et les municipalités complètement à l'est, Sainte-Christine, pas Sainte-Christine, Saint-Augustin, Fossambeau, ne faisaient plus partie de Portneuf, Notre-Dame de Montauban non plus. Donc, on nous a demandé de rester à l'intérieur de notre MRC. Et c'est
L'Union des producteurs agricoles du Québec a profité de la dernière campagne électorale pour demander des engagements fermes aux différents partis politiques. Pour nous dresser un portrait des impacts dans Portneuf, nous recevons le président de l'UPA de Portneuf et producteur à Deschambault-Grondines, Christian Hébert. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Michel. Merci de votre présence en studio. C'est toujours un plaisir. Christian, avant de parler de l'UPA et des enjeux, parlons un peu politique. J'imagine que vous avez sûrement suivi de près la campagne électorale dans Portneuf. Quelle est votre appréciation, justement, de l'extérieur? Parce que vous avez été candidat quand même aux dernières élections en 2018. J'ai aimé cette expérience unique d'être cette fois-ci de l'autre côté de la table. À 2 occasions, le conseil d'administration de l'UPA de Portneuf a reçu chacun des candidats dans Portneuf. Fait que d'écouter, au lieu de débattre, d'écouter les candidats présenter leurs points, c'était très intéressant. Et quelques jours plus tard, on a offert la même chose à tous les candidats dans la capitale nationale Côte-Nord. Fait que aussi là, une belle occasion d'écouter. Et très intéressant parce que la majorité des candidats n'ont pas une expérience agricole. Puis on s'attend pas à ça. On s'attend pas à un futur député qui soit un expert en éducation, en santé, encore moins en agriculture, mais qui ait cette sensibilité-là à écouter son milieu, puis être prêt à travailler pour corriger certains problèmes qu'on a, nos enjeux. Je pense que ça sert pour toute la population. C'était très intéressant. Oui. Parlons justement de ces enjeux actuellement. Là. Quels sont les 3 premiers enjeux importants qu'il faut absolument traiter à court terme pour l'UPA de Portneuf? On les a présentés aux candidats qui ont fait un super travail. C'est un bon engagement. On félicite le Vincent Caron ici dans Portneuf pour sa réélection, qu'on va rencontrer le 26 la semaine prochaine. On peut faire un survol un peu sans rentrer nécessairement dans tous les détails de qu'est-ce qu'on va leur y présenter. Également aussi, la donne, on a plus d'informations aujourd'hui. Il y a eu le Conseil des ministres, la nomination pour le Conseil des ministres, et le ministre Lamontagne a été reconduit dans ses fonctions. Entre vous et moi, on peut faire un souhait. Dans les derniers mois, il y a eu un plan d'agriculture durable où il y avait une discrimination qui a été faite entre les producteurs des régions. C'est-à-dire tu produisais des grains OGM arrosés avec du Roundup en Montérégie, puis le gouvernement t'envoyait un gros chèque. Tu produisais des grains dans Portneuf, le gouvernement t'envoyait un petit chèque. Et tu étais un producteur bio et le gouvernement ne reconnaissait pas tes efforts pour l'environnement. C'est un point qu'on a emmené au député Vincent Caron, qu'on va y ramener la semaine prochaine. Et c'est à travers tout le Québec, toutes les régions périphériques, qu'on soit au Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent et ici dans la Capitale-Nationale. C'est une situation qui est inacceptable, puis je pense qu'on a l'appui de la population dans cette vision-là. La vision du développement durable, peut-être ils vont devoir faire une correction là-dessus. Également, depuis longtemps, ils ont montré une ouverture au niveau de, bien sûr, l'achat local et de notre souveraineté alimentaire, ce qui est d'autant plus important dans la situation mondiale où on est avec un conflit en Ukraine. Fait que espérons que cette sensibilité se traduise en actions qui sont concrètes. En actions et en argent, on imagine? Bien, depuis un point qu'on emmène qui est souvent théorique, les programmes ou les mécanismes qui existent pour les assurances récoltes prennent énormément de temps à s'ajuster. On demande aux producteurs d'être résilients. Mais après 2 ans de COVID et maintenant une guerre qui a un impact au niveau mondial, vous le voyez, là, une inflation qui est à 7 l'impact se vit présentement là, sur les fermes. Les mesures doivent être prises rapidement et on s'attend qu'un gouvernement qui se dit nationaliste appuie ces gens. Entre autres, au niveau fédéral, la guerre économique qu'a décidé de mener le gouvernement fédéral avec la Russie, on le comprend, on est solidaire, mais ils ont décidé de mettre le poids des taxes aux engrais, impactés avec cette guerre-là, sur le dos des producteurs. Nos producteurs ne passeront pas à travers. Et pour le fédéral, c'est facile à faire parce que c'est le gouvernement du Québec qui, en bout de ligne, devrait éponger ces déficits-là dans nos assurances. C'est très technique, mais ce phénomène-là,
ça impacte énormément le prix des aliments que vous retrouvez dans votre assiette. Hein. Parce que ça augmente les coûts de production? Directement, là. Que ce soit tous nos intrants, l'engrais, hein, le dollar qui s'ajoute, c'est celui qui est directement là. C'est pas genre, on va être capable de l'immobiliser, on va pouvoir s'ajuster dans les prix dans le futur. Hein. Non, c'est direct sur le prix. Hein. Est-ce que la loi 103, justement, qui a été adoptée, est-ce qu'elle est... Plus on la voit, est-ce qu'elle peut être efficace ou non? Ou, est-ce qu'on protège bien nos territoires, en fait? Bien, le projet, la loi était très large. Hein? Ouais. Puis il y a plusieurs choses là-dedans. Là, ça fait penser un peu à un buffet chinois. Hein? Tout le monde pouvait y prendre ce qu'on voulait. Une problématique que je vois ici dans Port-Neuf, ça touche beaucoup au niveau de l'aménagement de notre territoire. Fait qu'il y avait un point qui nous touchait énormément qui était pour le morcellement des terres et il y a un autre point qui touche les municipalités. On comprend que certaines municipalités auraient voulu avoir peut-être plus de largesse, hein, mais faut voir plus grand. Hein. Quand on décide de faire un geste, de dézoner des terres, hein, d'agrandir le périmètre urbain, il faut qu'il y ait une concertation qui est régionale. Hein. Et quand je parlais des sensibilités qu'on s'attend de la part du gouvernement, qu'il y ait un changement de philosophie, hein, que ce ne soit pas toujours de comment on va être capable de contourner la loi, la CPTAQ, pour protéger notre territoire agricole. Non, c'est plutôt comment on va appuyer nos producteurs, comment on va appuyer nos citoyens, comment on va faire respecter notre loi pour défendre le territoire agricole. Hein. Et on le voit, là, ces cas de laxisme-là, où genre tout le monde dit que c'est pas sa responsabilité, hein. Bien, en bout de ligne, moi, je rencontre des citoyens. Cet été, il y avait l'Expo agricole de Port-Neuf. Hein. Un citoyen qui n'est pas producteur agricole vient me voir et me dit « Est-ce que tu trouves ça normal qu'on soit servi d'un règlement pour passer outre la CPTAQ, dézoner une terre agricole qui est dynamique pour construire 5 chalets qui vont être loués en Airbnb? Hein? C'est pas bon pour le secteur agricole. Hein. Les citoyens qui restent là, eux, auraient été pour. On comprenait à la base qu'il y ait un projet avec des maisons pour que les gens puissent rester dans nos villages. Hein. Mais là, c'est pas du tout ça. Cette philosophie marche pas. On utilise aussi le secteur forestier de plus en plus là, oui. Pour ce genre de projet-là. Ça aussi, c'est un impact. On en voit une. Il y a un cas, on ne va pas rentrer dans le nominatif, mais pour l'expliquer aux gens comment des fois on peut être même 2 fois perdant. Une sablière hein, qui sert d'une clause hein, pour faire agrandir sa sablière, fait que la CPTAQ ne peut pas y dire non. Ils agrandissent la sablière sur une zone humide. Hein, c'est un fort impact environnemental, mais comme compensation, l'entreprise, elle a aussi une terre agricole à côté, fait qu'elle va créer une fausse zone humide sur la terre agricole pour compenser le premier milieu humide. Vous comprenez? On vient de perdre le milieu humide naturel, plus on vient de perdre une terre agricole. Pour l'agrandissement d'une sablière, bien, il y a un problème de stratégie. Là. Quand je dis qu'on doit voir on doit voir ici à l'échelle régionale, oui, on comprend qu'il y a des demandes au niveau de la construction, au niveau de l'industrie, mais comment on peut avoir une vision d'ensemble? C'est ce qu'on s'attend, puis qu'on a l'intention de travailler là, avec notre député. Là. OK. Et l'ensemble aussi de l'UPA du Québec, j'imagine? Oui, okay. Mais on a des cas qui sont vraiment très précis ici. Hein. On a parlé du secteur forestier, hein. Oui. Puis là, ça va être notre gros travail. Hein. Pendant la campagne électorale, on en a parlé à tous les candidats. Hein. On ne sait pas si ça n'a pas soulevé. On comprend les citoyens qui avaient beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses auxquelles ils pensent, mais on a une grande zone forestière dans Port-Neuf. Oui. Et on a un ministère des Forêts hein, qui a encore une vision que la forêt, c'est faite pour être bûchée. Hein.
mais on a des grandes érablières sur des terres publiques ici dans Portneuf. Et c'est de faire comprendre, puis un renouvellement des ingénieurs au ministère, puis de leur faire comprendre qu'il y a une demande de la production du sirop d'érable au Québec. Puis comme ici dans Portneuf, ça peut représenter des centaines de milliers d'entailles dans les prochaines années. C'est un fort moteur économique. C'est une économie qui a une faible empreinte au niveau des gaz à effet de serre. C'est très local et ça rapporte beaucoup plus exploiter une érablière économiquement que de la bûcher et encore plus au niveau environnemental. Et comment faire pour aider justement les producteurs? Bien, c'est ce qu'on fait présentement. On les accompagne. On fait ces rencontres-là avec le ministère des Ressources naturelles. Qu'est-ce qu'ils auraient besoin? Qu'est-ce qu'ils ont besoin, en fait? Bien, beaucoup de personnel change. Les situations que vous voyez dans les entreprises, les ministères les vivent aussi. Les rencontres qu'on a eues avant la campagne électorale, on a quasiment un renouvellement total des ingénieurs ici dans la Capitale-Nationale. On ne pouvait pas rencontrer l'ingénieur pour parler du dossier parce qu'il quittait puis il y en avait un autre. Fait qu'on a eu des rencontres avec leurs patrons. Et là, dans les prochaines semaines qui s'en viennent, les nouveaux ingénieurs rentrent en fonction. Et là, on a besoin de l'appui de tous les intervenants. Comment on peut stimuler ce milieu-là. On ne parle pas jamais de subvention. C'est juste des sous qui rentrent ici et de quoi qu'on peut faire de mieux pour l'environnement. Fait que c'est un travail de fond pour on a changé les mentalités. Puis le fait de vous en parler aujourd'hui puis de transmettre ça aux citoyens, c'est la technique qu'on prend. On a une société à changer. Oui. Sur le plan de la relève, est-ce que sur le plan administratif, il y a des changements à prévoir à court terme pour faciliter justement le transfert des fermes? C'est un gros enjeu national, puis c'est un enjeu qui est très chaud là, dans Portneuf. On parle encore là, pas de demander des subventions pour nos jeunes qui reprennent. On a un problème qui est au niveau fiscal. C'est très technique, mais c'est le travail d'un député, puis c'est le travail du gouvernement d'arrêter de voir. D'un côté, on demande que nos jeunes reprennent les fermes parce qu'on a besoin de nourrir le Québec, mais d'un autre côté, on considère nos fermes comme un peu comme des entreprises qui voudraient faire de l'évasion fiscale. Fait que le poids fiscal lors d'un transfert est gigantesque, mais les valeurs de nos entreprises ne sont que spéculatives. C'est des entreprises qui se transfèrent, mais pas à la valeur. Fait que vous comprenez, si vous avez une entreprise de gestion qui vaut 22 millions de dollars, puis vous essayez de la transférer à un enfant ou à un de vos associés à 2 millions de dollars, c'est normal qu'il y ait un drapeau qui lève, puis il s'est passé quelque chose, il y a quelqu'un qui essaie de cacher des fonds. Mais nos entreprises agricoles, vous avez visité des fermes, qu'on voit que c'est 4 ou 5 millions, mais que, voilà 1 ou 2 décennies, c'était à 200 ou 300 000 $. Ce n'était que spéculatif. On ne peut pas demander à l'enfant l'empreinte pour des millions de dollars pour la racheter. Et le gouvernement arrive et au-delà du 900 000 et 1 million, tout dépendant des paliers, sur le transfert de la valeur, il impose nos jeunes. Fait que, d'où le fait qu'on entend souvent, et c'est encore vrai, c'est encore vrai que transférer une entreprise à un étranger, fiscalement, c'est plus rentable que de le transférer à ses propres enfants. C'est notre cheval de bataille. C'est votre cheval. Donc, ce sont des enjeux à court terme, en fait, que vous allez traiter au cours des prochaines semaines. Oui. Alors, Christian Hébert, président de l'UPA de Portneuf et aussi producteur de petits fruits et de cidre à Deschambault-Grondines. Oui, puis si vous me permettez, on est toujours actifs. En fin de semaine, le 22 octobre, on a une journée bovine à la ferme Paul-Henri Paquette. Fait que nos relèves, les producteurs laitiers, les producteurs bovins sont invités à Pont-Rouge. Également, le 2 novembre, on organise un déjeuner causerie où on invite tous les producteurs et tous les chasseurs dans Portneuf. On paye le lunch. On a des intervenants au niveau du ministère de la Faune. Et on a des gros problèmes dans nos champs de migrateurs.
de cerfs de Virginie, de dindons sauvages. Hein. Puis le but, c'est justement là, de faire rencontrer les producteurs et les chasseurs, comment on peut travailler ensemble hein, pour justement contrôler ces populations-là. Hein. Fait que j'invite là, tous les citoyens, autant les chasseurs que les producteurs dans Port-Neuf, le 2 novembre à 10h, de 10h à midi au motel Bonaire à Pont-Rouge. Et bien sûr, le 3 décembre, c'est l'OGA de la relève agricole. Hein. Fait que tous nos jeunes dans Port-Neuf, là, je vous invite à suivre et à participer là, en grand nombre. Là. Christian Hébert, merci beaucoup. C'est un plaisir. Après la pause, d'autres nouvelles et une entrevue avec Kiyoshi Alain Lavoie. Grâce à vos idées, nous avons un plan pour la transition énergétique. Léo, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vais vous l'expliquer, le plan. OK. Premièrement, on veut manger plus de fruits et légumes d'ici. Ben oui, même l'hiver, grâce à notre énergie propre. C'est ce que je disais. Wow! Faut moins polluer pour se déplacer aussi. Là, tu parles de la mobilité durable. Ouais, puis tous les petits gestes comptent, fait que n'oubliez pas d'éteindre les lumières avant de partir, là. J'aurais pas dit mieux, mon Léo. Faites partie de la transition énergétique. Visitez énergieencommun.ca. J'adore les cocktails. J'aime ça le vin blanc, le vin rouge, le vin rosé, le vin, hein? Je bois du vin rouge avec mon popcorn. Moi, j'aime ça, quelque chose de cute. Moi, j'aime ça quand c'est corsé. Faut que ça soit un petit peu râpeux, là. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est acidulé, le terme? C'est comme boire un petit jus fancy. Un jus fancy. Ça goûte les ciels, là. Dans la vie, tout le monde a des goûts différents. Avec la carte Inspire, on peut vraiment mieux guider les gens. Oublie ça, je capote. La ville de Saint-Raymond entend modifier la circulation automobile à place de l'église afin de rendre l'espace plus sécuritaire aux usagers de l'église, du presbytère, de l'aréna et du centre multifonctionnel, mais aussi aux élèves et le personnel du pavillon Marguerite-Jouville de l'école primaire et les résidents des habitations Saint-Raymond. Différents scénarios seront testés dans les prochaines semaines et de nouvelles signalisations seront éventuellement visibles. Ces modifications se traitent en collaboration avec la Ville, la Fabrique et l'école primaire de la Grande-Vallée. Plusieurs automobilistes utilisent cet espace comme une rue et un raccourci. Il ne sera plus possible éventuellement de passer sur place de l'église entre les avenues Saint-Michel et de l'Hôtel de Ville, comme le dit le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain. En quelques semaines, il ne sera plus possible pour les véhicules de traverser Place de l'Église entre l'avenue Hôtel de Ville et l'avenue Saint-Michel. Place de l'Église deviendra un espace de stationnement ou une zone de débarcadère pour les utilisateurs de l'aréna et du centre multifonctionnel. Les élèves, les parents et le personnel du pavillon Marguerite-Jouville, les résidents des habitations Saint-Raymond et finalement les gens qui se rendent aux offices religieux à l'Église. L'Association de la relève agricole de la capitale nationale Côte-Nord lance pour une deuxième année ses bourses d'études afin de soutenir les jeunes présentement aux études ou qui prévoient un retour sur les bancs d'école dans un domaine lié à l'agriculture. Des bourses de 800, 1000 et 1200 $ seront remises. Les jeunes de la relève agricole de la capitale nationale Côte-Nord, âgés de 40 ans et moins, représentent 4 % de l'ensemble des relèves établis dans l'ensemble du territoire et 87 % d'entre eux détiennent un diplôme post-secondaire. On note que c'est dans la capitale nationale Côte-Nord où l'on compte le plus de démarrage d'entreprises agricoles avec l'Outaouais. Pour s'inscrire, les candidats doivent être membres de la relève agricole et résider dans la capitale nationale ou la Côte-Nord. La date limite d'inscription est le 1er décembre et les gagnants seront dévoilés au Grand Marché de Québec le 28 janvier prochain. L'équipe de la maison La Licorne à Donnacona tenait une corvée en fin de semaine dernière. Danick Julien s'est introduit dans l'équipe. On a fait Dès le 17 novembre prochain, un nouveau lieu de rassemblement pour aînés fera son apparition dans le centre-ville de Donnacona, au 152 rue Notre-Dame. Le nouveau lieu va permettre à ceux qui désirent de vivre une multitude d'activités et d'animations en passant de l'art à la méditation. Il s'agit du projet La Licorne qui est porté par l'organisme Le Halo. Le but, c'est d'accueillir les personnes seules, tout comme celles qui vivent avec des déficiences intellectuelles et des troubles cognitifs. La directrice générale du Halo, Mme Isabelle Moffett, explique que l'organisme vient en aide aux aînés pour le soutien de services à domicile. Elle explique ça en quoi consiste La Licorne.
La licorne, c'est notre nouveau bébé du côté de l'entraide, donc c'est un peu une formule maison des jeunes pour les moins jeunes. Donc il va y avoir tout plein d'activités ici. On veut que ce soit ouvert à tout le monde. On veut la mixité, c'est vraiment important, l'ouverture aussi, l'accessibilité. On veut pas que ce soit compliqué, que ça prenne des inscriptions, il faut cadrer dans des programmes différents. Donc c'est pour les aînés, les personnes seules, les personnes avec une déficience intellectuelle. Des travaux bénévoles ont d'ailleurs eu lieu lors de la fin de semaine du 15 au 16 octobre pour adapter le lieu à sa nouvelle vocation. Une douzaine de bénévoles se sont affairés à peindre, à nettoyer et à transporter des meubles. Le chargé de projet, Marc Duval, explique d'ailleurs que les entrepreneurs de la région étaient invités à participer. Et puis on a décidé de faire les licornes de la rénovation. Ça fait qu'on invite les entrepreneurs, on invite des bénévoles à venir. Si les entrepreneurs n'ont pas le temps, mais ils peuvent donner des sous, donner des matériaux. Vendredi, le 14 octobre, il y a 2 peintres professionnels qui sont venus faire tous les toits, tous les plafonds. Alors ceux autres, ils ont roulé ça, c'était super. Là, fait que... Alors que l'installation de Donnacona sera la première licorne de Portneuf, la directrice générale du Halo assure qu'il y aura des efforts pour étendre le projet dans la région avec de nouvelles installations ou même des unités mobiles. C'était Denis Julien pour CJSR. Le karaté au Québec vit une crise importante qui touche actuellement les compétitions. Un vide juridique rend illégale la présentation de compétitions en karaté. Pour faire le tour de la question, on a reçu un peu plus tôt en studio le président de la Fédération Yosekan Karaté-Do du Québec, Kiyoshi Alain Lavoie, aussi de l'École de karaté Saint-Raymond. Écoutons l'entrevue. Bonsoir, Alain. Bonsoir, M. Beausoleil. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous-même? Ben oui, ça va très bien. Good. Alain, tout d'abord, parlons de ce dossier, justement, qui date quand même depuis quelques années. Ça date depuis, 2018, on pourrait dire? C'est une loi qui n'avait pas été changée depuis les années 30. Oh, quand même. Le premier changement majeur a été fait en 1999 pour inclure les sports qui sont... Au début, il faut se mettre dans le contexte. C'est comme une loi qui avait été mise pour empêcher les combats clandestins, les combats de rue, tout ça. Bon, ce qui pouvait exister à l'époque comme divertissement. Et puis, il y a eu un encadrement pour interdire ça. Mais là, ils se sont retrouvés qu'il y a des sports comme la boxe, qui était légitime, parce que la boxe, ça fait plusieurs années que ça existe. Ils ont dit, comment est-ce qu'on fait pour autoriser certains sports, d'autres non? Ils ont comme dit, si c'est aux Olympiques, c'est correct. C'est régi par une organisation, une fédération, il y a un encadrement, des règlements, des arbitres qui sont formés. Alors, on y va avec ça. Sauf que ça fait pas 500 ans qu'il y a du karaté qui s'enseigne au Québec, donc relativement nouveau. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'après 1999, où ce qu'on a comme inclus les sports olympiques, c'est le premier changement majeur a eu lieu en 2018, où ils ont introduit le kickboxing. Mais avant ça, au niveau des sports olympiques, on a vécu une crise à ce niveau-là, peut-être, moi, depuis 2017-2018, je suis le dossier, où ce qu'on a entendu parler de l'article de loi 83 pour la première fois, ce qu'ils ont dit, les compétitions de karaté au niveau du combat sont illégales. Mais sauf qu'aux Jeux olympiques de Tokyo, le karaté avait été introduit. Alors, étant une discipline olympique, on venait d'embarquer dans la bulle qui était correcte. Il restait à gérer les appartenances aux fédérations, être reconnu par telle fédération. Mais on était dans une zone grise pâle. Là. Ça passait. On était sport olympique, ça allait bien. Et puis, on a pu reprendre les compétitions. Ça a bien été. Mais depuis 2018, moi que je suis en communication avec des gens du ministère pour faire avancer ce dossier-là. Mais avec le retrait du karaté des Jeux olympiques de 2024 à Paris, bien là, on retombe en arrière, même si c'est encore reconnu par le CIO comme un sport olympique, parce que je viens d'apprendre qu'il y avait des Olympiques juniors, je ne savais pas, mais le karaté est aux Olympiques juniors. Mais ça a l'air que c'est pas la vraie game. Il faut que ce soit le sport olympique, les vrais Olympiques pour tout le monde, puis... Donc, on n'est plus là. Il y a quelqu'un au ministère qui s'est réveillé et qui a dit hey, vous venez de retomber illégal. Les premiers qui ont sonné la cloche, vraiment, c'est l'organisation Karaté Québec qui est en charge des compétitions pour sélectionner l'équipe québécoise qui va aller représenter le Québec aux Jeux du Canada pour la Coupe du monde en karaté au Canada. Bon. La compétition devait avoir lieu la semaine dernière. Le président de la fédération qui gérait cette compétition-là, Karaté Québec, entre autres, M. Rivet,
comme il disait, c'est pas qu'on a peur que la police débarque chez nous et arrête tout le monde. Il dit c'est plus au niveau des assurances que ça s'est joué. Exactement. Parce que, étant donné que ça devient illégal, entre guillemets, donc ça ne peut plus être couvert par une police d'assurance. Et il arrive quelque chose, une bad luck, qui dit sport, dit possibilité de blessure, même si c'est très mince. Il y a quand même des possibilités de blessure, possibilités de poursuite, responsabilité civile, peu importe. Et là, les assurances vont dire, tu n'es pas supposé être dans un endroit où une activité illégale a lieu. Donc, tu n'es pas couvert. Et c'est là que ça a fait mal. C'est plus au niveau des assurances que le danger que la police débarque. Parce que c'est une zone qui est vraiment... Tu sais, en 2018, il y a un vide, là. Il y a un vide, juridique. Et l'absurdité provient même qu'en 2018, il y a eu, parce que la loi est dans un contexte fédéral, le Code criminel. Sauf que c'est des décrets que les provinces vont passer. À date, la Colombie-Britannique, elle l'a fait, mon Dieu, il y a plusieurs années. L'île du Prince-Édouard et nos voisins, l'Ontario, ont fait un décret qui disent, ben oui, le karaté, c'est correct, là. Tu sais. Ici, en 2018, au Québec, on traînait de la patte. En 2018, ils ont reconnu le kickboxing, mais pas le karaté. Et aussi drôle que le kickboxing, c'est quoi exactement? Le kickboxing, c'est du combat avec les pieds et les voix. Pensez à de la boxe, rajoutez les jambes. Donc, pour comparer avec le MMA, Georges Saint-Pierre, que tout le monde connaît, là, il n'y a pas de projection de chute au sol. Aussitôt que l'adversaire est au sol, break, on arrête. Donc, c'est de la boxe, mais avec des coups de pied. Et c'est full contact, si vous me permettez l'expression. Ça veut dire, le but, c'est vraiment un contact et de mettre l'adversaire knock-out ou de gagner au point. Et l'absurdité qu'on trouve, que beaucoup de gens trouvent, c'est que, je donnais l'exemple à un de mes élèves. Je prends un gant, puis on organise une compétition. Je te frappe sur le côté de la mâchoire, là. Ça, c'est une compétition comme ça, c'est légal. Mais j'arrête juste avant ou léger contact sur le casque pour jouer juste à faire des points, ça, c'est illégal. Et c'est là qu'on comprend pas. Là. C'est sûr que là, il y a une bonne réflexion. Il y a vraiment une ambiguïté au niveau de la loi. Et il y a eu, je me promène, il y a beaucoup de personnes qui se sont déplacées sur le dossier. Ils ont suivi, la personne prend sa retraite ou change de ministère, ça va un autre. Donc, ça fait 4 ans que je suis sur le dossier, mais j'ai cru comprendre que c'était pas une urgence parce qu'il y avait une zone grise. On pouvait faire nos compétitions pareilles. Et là, on vient de pogner un mur. C'est ça. Donc, ça vous empêche, parce que vous organisez à chaque année une compétition provinciale ici à Saint-Raymond. Dans un mois. Et là, je plane sur une incertitude totale. Je pourrais m'associer avec une organisation de kickboxing pour faire des règlements, une compétition selon le règlement, mais il faut que je sois membre. En tout cas, c'est complexe. Alors là, présentement, la question qu'on me pose, la compétition va-t-elle avoir lieu? Je ne suis pas capable de répondre présentement. Parce que je suis en communication avec des gens du ministère. Puis, tout ce que... Selon moi, s'ils décident, on règle le problème, dans une semaine, c'est réglé, ça prend juste un décret. Ça prend juste un décret provincial qui a été accepté par le lieutenant-gouverneur et bingo, c'est fait. C'est aussi simple que ça. Donc, avec actuellement, on a un nouveau gouvernement qui est sensibilisé. Nouveau conseil des ministres aujourd'hui. Nouveau conseil des ministres aujourd'hui, effectivement. Oui. Est-ce que là, vous allez entreprendre des démarches politiques? J'imagine que c'est fait depuis... C'est fait. Je suis en contact avec l'attaché politique de M. Vincent Caron. Ben oui. Benoît. Oui, Benoît Delisle. Qui son école de karaté aussi. Et lui aussi un pratiquant de karaté, donc impliqué dans le dossier, connaît bien la situation. Et on l'a contacté pour avoir l'aide de M. Caron. Bien sûr, j'ai contacté aussi au niveau du fédéral, mais comme ça prend un décret provincial, ça n'a pas été long qu'on s'est retourné au provincial. Et je suis en communication avec les gens de la sécurité dans les sports. C'est un organisme qui travaille en concert avec le gouvernement, mais il y a beaucoup de monde sur le dossier. Là. Mais avec M. Caron, on s'est dit, on va toujours bien attendre de voir c'est qui le ministre ou la ministre. Et c'est élu aujourd'hui. Je lui ai dit, on va les laisser célébrer. À partir de lundi, on va cogner à la porte. Là, on va dire, il faut que ça se fasse. Là. Est-ce que le sport va bien actuellement? On parle des arts martiaux? Oui. Ça va très bien. On a vécu une pandémie. On a fermé les écoles. On a fait des cours en ligne, virtuels. Bon, ça a été pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Ça a permis de survivre à certains niveaux.
Maintenant, quand on a réouvert, on avait refermé, on a rouvert partiellement, mais avec plein de consignes, un cours de karaté avec un masque dans le visage, pas évident. Bon. Et là, ça va baisser beaucoup. Là, depuis qu'on a repris en septembre, wow, une hausse. Là, on est revenu à, je suis pas loin du 100 élèves, 100 pratiquants à Saint-Raymond. Là, il y a un engouement. Les gens avaient besoin de bouger. Là, hein. De jeunes et adultes? Hommes et femmes? Beaucoup plus de jeunes, on va se le dire. C'est beaucoup une clientèle en bas de 12 ans. En bas de 14 ans peut représenter 80 de la clientèle. Après ça, on a des adultes, mais pas en nombre aussi nombreux que les enfants. C'est signe que les enfants, c'est beaucoup plus particulier. Par contre, les adultes, quand ils embarquent, ils durent plus longtemps. Ils sont fidèles. Ils sont fidèles et ils vont faire une carrière beaucoup plus longue. OK. Ouais. Mais quelqu'un qui pratique n'est pas obligé de faire de compétition? À un certain niveau, oui. OK. Pour obtenir la ceinture noire. La ceinture noire, OK. Oui, c'est ça. C'est à partir de la ceinture brune, il y a des exigences, il y a tant de compétitions dans l'année à faire. Puis vous n'êtes pas obligé de gagner, c'est seulement de participer. Je pense qu'on n'est pas trop sévère là-dessus. Ouais. Donc, oui, il y a des exigences à un certain niveau de faire de la compétition pour expérimenter le feeling et la pression, si on peut dire, plutôt le challenge d'aller devant des juges pour voir si on est capable de se contrôler, de se mettre dans sa bulle et de servir de notre concentration, d'oublier ce qui se passe autour et de performer. Donc, c'est une expérience qu'on recommande à tout le monde, puis c'est très accessible. Donc, vous pouvez quand même donner des cours, malgré cette ambiguïté de la loi. Je peux faire du combat dans mon école, et on en fait pareil, il n'y a pas de problème. C'est vraiment la compétition seulement. Il devient ce qu'on appelle un combat concerté, qui est présentement illégal. Par contre, en compétition, les katas armés, l'autodéfense, kata musical, c'est autorisé, ça. OK, ben là, c'est pas un combat, en fait. C'est une simulation de combat. Ben, c'est un combat tout seul. C'est imaginaire. Une chorégraphie de mouvements, si on peut dire. Et ça, c'est toutes les... Parce que là, on parle du Yosekan. Quelle discipline? Parce qu'il y a beaucoup de disciplines en art martial. C'est le karaté. Yosekan, c'est un style de karaté. C'est un style, OK. Mais karaté, kenpo, taekwondo, sont corrects. C'est un sport olympique. Ah, OK. C'est drôle, hein? Le taekwondo est légal. Est légal. Parce que c'est une discipline olympique depuis plusieurs années. Allez comprendre. Le kickboxing, ça l'est. Le jiu-jitsu, le jiu brésilien, les compétitions où ce qu'ils vont s'amener au sol et faire des prises, ça peut ressembler à la lutte, est illégal parce que c'est pas une discipline olympique. Par contre, la lutte gréco-romaine, le judo, qui font du combat au sol, ça c'est légal. Ouais. Il y a des disciplines qui sont vraiment, vraiment, vraiment semblables. Une est permise, l'autre l'est pas. C'est là qu'est notre petit problème. Oui, c'est sûr. Alors là, les prochaines démarches, ce sont des démarches politiques, en fait. C'est 100% politique. C'est 100% politique. Parce que c'est pas au niveau avec de la les avocats aussi, j'imagine? Non, on n'a pas encore envoyé des avocats là-dedans. Là. Okay. Mais je pense que l'argument présentement là, qui est très pesant dans le dossier, c'est l'impossibilité de tenir les sélections pour les Jeux du Canada. Ben oui. Ça, c'est le mur là, que présentement, et je sais que l'organisation Karaté Québec, qui organise la fameuse compétition, c'est l'organisme qui est reconnu comme porte-parole auprès du gouvernement pour parler du karaté. Même si les autres fédérations ne sont pas membres de Karaté Québec, ce qu'eux autres vont obtenir, ben, le karaté, c'est le karaté. Là. Mm-hmm. Donc, à suivre, en espérant que vous allez pouvoir organiser votre compétition dans un mois. On se le souhaite, mais même là, il reste moins d'un mois. C'est le 19 novembre, c'est un mois, jour pour jour hier. Ouais. Là, dès qu'on est commencé. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Alors, Alain Lavoie, président de la Fédération Yosekan Karaté-Do du Québec et aussi propriétaire de l'École de karaté de Saint-Raymond et instructeur en chef. Merci beaucoup de cet entretien. Merci à vous. Merci. Au revoir. Après la pause, d'autres nouvelles et Danick a rencontré Mick Landry et sa série web. Grâce à vos idées, nous avons un plan pour la transition énergétique. Léo, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vais vous l'expliquer, le plan. OK. Premièrement, on veut manger plus de fruits et légumes d'ici. Ben oui, même l'hiver, grâce à notre énergie propre. C'est ce que je disais. Wow! Faut moins polluer pour se déplacer aussi.
Là, tu parles de la mobilité durable. Ouais, puis tous les petits gestes comptent, fait que oubliez pas d'éteindre les lumières avant de partir, là. J'aurais pas dit mieux, mon Léo. Faites partie de la transition énergétique. Visitez énergieencommun.ca. J'adore les cocktails. J'aime ça le vin blanc, le vin rouge, le vin rosé, le vin, hein? Je bois du vin rouge avec mon popcorn. Moi, j'aime ça, quelque chose de cute. Moi, j'aime ça quand c'est corsé. Faut que ça soit un petit peu râpeux, là. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est acidulé, le temps. C'est comme boire un petit jus fancy. Un jus fancy. Ça goûte les ciels, là. Dans la vie, tout le monde a des goûts différents. Avec la carte Inspire, on peut vraiment mieux guider les gens. Oublie ça, je capote. À Saint-Marc-des-Carrières, la semaine dernière, le maire Marion Leclerc a livré les principaux défis et enjeux des prochains mois. Outre la préparation du budget 2023, plusieurs projets d'infrastructure sont au menu. M. Leclerc nous en énumère quelques-uns. Plusieurs défis et enjeux se pointent à l'horizon. Un nouveau rôle d'évaluation sera déposé par la MRC de Portneuf à la fin d'octobre. Une nouvelle convention collective à négocier en 2023. Un règlement d'emprunt prévu pour faire la réfection complète en infrastructure de rue et des 3 services d'eau potable, égouts sanitaires et pluvial, de certaines rues dans le secteur de la rue Bourque, Entremont et certaines autres rues transversales. Différents autres travaux majeurs qui se feront en 2023, comme la protection des berges afin de sécuriser l'approvisionnement en eau potable à notre municipalité, l'automatisation de la distribution de l'eau potable et aussi la construction de l'aire de jeu Pomme-Trac. La Société protectrice des animaux, la SPA de Québec, est à la recherche de milieux agricoles, équestres ou maisons de campagne capables d'accueillir un ou des chats de ferme. Le refuge de la SPA accueille actuellement plusieurs chats qui sont désignés pour ce programme en attente d'une adoption. Au cours des 18 derniers mois, la SPA a placé plus de 125 chats de ferme via l'adoption humanitaire, c'est-à-dire sans frais. Le programme des chats de ferme s'adresse aux propriétaires d'une ferme, d'une fermette, une maison de campagne, une écurie ou un endroit équivalent. Les gens qui adoptent un chat de ferme doivent aussi s'attendre à ce qu'ils ne pourront probablement pas flatter l'animal ou l'accueillir dans la maison. La SPA place environ 2500 animaux en adoption chaque année. En 2021, le taux d'adoption des animaux aptes a été de 100 %. L'auteur, producteur et réalisateur Mick Landry de Donnacona et son équipe présenteront le 6 novembre prochain au cinéma Le Clap de Sainte-Foy la première d'une web-série qu'ils ont tourné dans plusieurs lieux de Portneuf. Danick Julien l'a rencontré. Une nouvelle web-série tournée à Portneuf fera son apparition sur vos écrans dès le 6 novembre prochain, à condition d'un épisode par semaine. La série a été créée par l'artiste portneuvois Mick. Le réalisateur explique que la série, nommée Dédale et Magie, s'inspire de l'univers de Donjons et Dragons, alors que 4 adolescentes se sont retrouvées coincées dans le jeu. Il explique s'être inspiré des concepts de Jumanji et de Stranger Things. Tout à fait. Dédale et Magie, dans le fond, ça raconte l'histoire de 4 adolescentes issues de milieux différents qui doivent apprendre à travailler ensemble. Pourquoi? Parce qu'elles sont prisonnières d'un jeu style Donjon Dragon. Donc, la web-série, c'est bon pour toute la famille. C'est une web-série fantastique. Donc, on mêle le réel et l'irréel. Un peu de médiéval fantastique au travers. Si vous connaissez Donjons et Dragons, ben les personnages ont des classes de personnages. Donc, on a une magicienne, on a une druidesse, une guerrière et une roublarde. Le Portneuvois indique que 2 autres saisons sont prévues pour Dédale et Magie. La première saison a été réalisée sans financement alors que le réalisateur compte socio-financer les saisons subséquentes. Le réalisateur nous mentionne que la majorité des lieux ont été tournés dans le comté de Portneuf. Au niveau de l'image, moi, c'est important de toujours mettre en valeur Portneuf dans tout ce que je fais. Les gens qui commencent à connaître qui je suis, j'aime Portneuf et j'aime le mettre en valeur. Donc, on va retrouver des lieux mythiques de Portneuf. Donc, le parc des Berges, où on se trouve présentement, à Donnacona, évidemment. À Deschambault, on a tourné sur le bord du fleuve, là, il y a le moulin avant. Donc, c'est un lieu spectaculaire à voir qui va se retrouver dans la série. On a aussi à Saint-Alban, le parc régional, où il y a un canyon avec une grosse faille, puis de l'eau qui s'écoule. Donc, c'est des lieux merveilleux. Et on termine ça avec Saint-Casimir et la fameuse grotte du Trou du Diable, où carrément, on est rentré dans la grotte
filmer quelques scènes. La première va avoir lieu à 18h30 au cinéma Le Clap le 6 novembre prochain à Sainte-Foy et les épisodes seront diffusés une fois par semaine dès le 6 novembre également sur la chaîne YouTube de Dans les Magies. C'était Danick Julien pour CJSR. Le programme intitulé Lettres attachées avec l'écrivaine en littérature jeunesse Fanny Britt fera le tour du Québec au cours des 3 prochaines années. Ces ateliers qui visent le rayonnement de la culture québécoise et de la langue française auprès des jeunes de 10 à 14 ans et leurs familles seront offerts dans des bibliothèques municipales dans les 17 régions du Québec. La première, ou le coup d'envoi, est prévu ce samedi 22 octobre à la bibliothèque de Saint-Marc sur Richelieu. Le documentaire Au-delà des mots, paroles de proches aidants est projeté gratuitement dans 3 salles de la capitale nationale cette semaine et pourra être vu pour la dernière fois, en fait, dans la capitale nationale pour ces temps-ci, ce dimanche 23 octobre à Sainte-Foy. Ce film, porté par l'organisme L'Appui pour les proches aidants, plonge le spectateur dans les parcours d'Édith Fournier et Michel Carbonneau, aidants de leurs conjoints respectifs pendant 14 ans du diagnostic de la maladie d'Alzheimer au deuil. Dans le même ordre d'idées, l'équipe de la Société Alzheimer de Québec, qui comprend aussi les territoires de Portneuf et Charlevoix, lance sa campagne de financement dont la mission est d'offrir des services gratuits aux personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer et à leurs proches aidants. 84 000 $ ont été recueillis en 2021 et l'objectif pour cette année est de 70 000 $. Pour une deuxième année consécutive, le Dr Guy Tremblay, président directeur général du groupe Lokia, a accepté la présidence d'honneur de cette campagne et s'engage à doubler le don des donateurs jusqu'à concurrence de 15 000 $. La Société Provencher tiendra ce dimanche matin, 23 octobre, à son pavillon d'accueil à Neuville, une conférence sur le patrimoine ornithologique du comté de Portneuf par Marcel Darvaux. Marcel Darvaux est bénévole responsable des activités scientifiques de la Société Provencher. Il présentera le territoire régional avec une perspective géographique. Le comté de Portneuf contient un patrimoine ornithologique imposant avec 290 espèces répertoriées à ce jour et une grande diversité de lieux possibles d'observation. Charles Laviolette s'est intéressé cette semaine à la pièce de théâtre Celle-là de Suzy Paquette qui sera à nouveau présentée à Cap-Santé. Écoutons son reportage. On est en pratique parce que c'est notre deuxième session, si on peut dire, pour la pièce Celle-là. On a joué 10 fois en mai et juin. À ce moment-là, on ramassait de l'argent pour les centres femmes et maisons Miripi. Et ce soir, on va remettre justement l'argent à ces deux organisatrices-là. Et puis là, on a décidé qu'on refaisait la pièce parce qu'il y a quand même 1000 personnes qui l'ont vue. Avec les 10 représentations, on a ramassé 7 000 $ pour donner à Miripi et Centre Femmes. Donc, ce soir, ils vont venir chercher chacun leur chèque de 3 500. La première femme. Ouais, la première femme. Bon, c'est elle ou bien si c'est moi, là. Branchez-vous, là. Donc, si je résume, on hésite entre la mangeuse de fruits puis celle qui traîne dans la poussière. On voit un peu plus aussi comment ça fonctionnait, disons, à l'école dans les années 50. J'ai pas connu ça, je ne suis pas de cette génération. Il y a tellement de beaux personnages, des personnages différents, des femmes fortes, mais des femmes fortes de façon différente, avec des forces différentes qui sont toutes aussi impressionnantes les unes que les autres. Moi, Irma Levasseur, née dans le quartier Saint-Roch à Québec en 1877, j'avais comme ambition de devenir médecin. À 17 ans, je dois m'exiler aux États-Unis parce que dans les universités francophones au Québec, on n'accepte pas les femmes. Alors, c'est donc à l'Université Saint-Paul, au Minnesota, que j'obtiens fièrement mon diplôme, mon doctorat en médecine. C'est trop un beau voyage avec une belle gang de femmes, 22 femmes qui se retrouvent sur une scène,
c'est incroyable. Juste pour l'expérience personnelle, c'est fantastique. Bâtard de Zodi chapeaulette! Ma grand-mère m'a donné le vieux chapeau de ma tante Lorette d'il y a 2 ans. Mais c'est sûr que les filles vont rire de moi. Elle est jaune de même. Il manque une fleur. Les autres ont l'air s'écraser. Moi, ce qui me rejoint, c'est le chic. Le bon ton, les bijoux pas trop criards, les couleurs sobres. L'accessoire précis, celui qu'il faut exactement pour mettre en évidence tel ou tel vêtement. Et la qualité du tissu, mesdames. La qualité du tissu. J'essaie des fois de faire toutes sortes de choses, mais non. Moi, là, je porte ce qu'on me donne, ce qu'on me prête. Je m'arrange avec. Des fois, je me regarde dans le miroir, puis je pleure. Ça fait que j'ai décidé d'ignorer les miroirs. Je continue de regarder les vitrines, les magazines, passer le monde. Je vais au bus, et des fois, je me rince l'œil. Mais de toute façon, on peut pas la manquer. Elle est partout. Enfin, nous ne sommes pas des animaux. Il faut vivre et savoir embellir la vie. Et la mode est une façon de s'échapper de l'ordinaire. Et croyez-moi, cela, ce n'est pas rien. Mais voyons, Marie, ouvre-toi les yeux, regarde autour de toi, les vêtements, la musique, les propos des gens, puis toutes les nouvelles affaires, les magazines, les restaurants, les cinémas, les bas de soie et enfilés, le maquillage. Notre cher premier ministre Jean Lesage répète sans cesse « maître chez nous ». Bien, moi, je pense que ça commence par être maître de soi-même. Puis c'est bien ça que j'ai l'intention de faire. C'est pas pour rien que les femmes ont vu de la violence, puis c'est pas pour rien, puis on essaie d'expliquer, mais tu peux l'expliquer avec divers moyens, mais avec une pièce comme ça, là, c'est un outil extraordinaire pour faire de la sensibilisation, de l'éducation, vraiment. Cet argent-là, on va l'utiliser pour nos femmes, certainement pour des services, pour offrir des activités pour les femmes. On joue à la fin d'automne, c'est-à-dire le 28, 29 octobre, 4 novembre en soirée à 20h et le 30 octobre en après-midi, toujours ici à la salle Albert Fortier à 14h. L'humanité ne peut se passer de la présence, de la chaleur et de l'imaginaire des femmes. Que la lumière inonde toutes ces femmes de cœur, ces êtres d'exception, celles-là qui se sont démarquées en façonnant notre histoire. Juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal est de retour pour une 39e édition ce samedi et dimanche 22 et 23 octobre de 9h à 16h. Les citoyens de partout au Québec pourront recevoir des conseils juridiques gratuits donnés au téléphone par des avocats et notaires bénévoles. Plus de 4000 appels de citoyens ont été reçus et traités l'an dernier dans le cadre de cette initiative. La ville de Donnacona invite ses nouveaux résidents, propriétaires ou locataires à sa soirée d'accueil des nouveaux arrivants le jeudi 17 novembre à la Maison de la Culture Georges Hébert-Germain. Les participants pourront en connaître davantage sur les avantages de vivre à Donnacona, les services municipaux et les façons de pouvoir s'impliquer dans le milieu. Les enfants sont bien sûr les bienvenus puisque une boîte à lunch sera donnée à chaque participant. On demande de confirmer les présences avant le lundi 14 novembre auprès de la ville. La collecte Agir à grande échelle qui s'est déroulée le 24 septembre dernier à Shannon a connu un franc succès. Le service de la sécurité publique de la ville, en collaboration avec le service incendie de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, ont récolté la somme de 8 390 $ au profit de la Fondation Les Pompiers du Québec pour les grands brûlés. À Saint-Casimir, ce dimanche 23 octobre à 10h, sur le terrain de l'église, il y aura dévoilement et bénédiction du monument des familles souches de Saint-Casimir dans le cadre des activités du 175e de la municipalité. Un historique sera présenté par M. Michel Laquerre de la Fabrique. 39 coups de marteau et cloches spéciales se feront entendre pour honorer les 39 familles qui seront nommées.
Au sport, la cérémonie d'ouverture de la saison 2022-23 de l'équipe de hockey senior du Métal Perrault de Donnacona est prévue demain soir, ce vendredi, à 20h30 à l'aréna du complexe sportif de Donnacona. Le Métal Perrault recevra les Loups de Latuc. Rappelons que le Métal Perrault est la seule équipe de hockey senior de la MSC de Portneuf qui évolue dans le circuit officiel de la Ligue de hockey senior 3A du Québec. Et un petit mot pour dire que Culture Saint-Raymond présentera le spectacle d'humour en rodage de Simon Gouache au Centre multifonctionnel Roland-Dion le vendredi soir 10 février 2023. L'humoriste Simon Gouache travaille sur un troisième spectacle qu'il présente un peu partout en province. Les billets sont déjà disponibles en ligne. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Charles, Danick, Aubert, Tony, Suzy, Luc, Carole et nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Et on se laisse avec des images de la Société d'horticulture de Portneuf. Bonne semaine.